Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue pour le Dites-nous tout mon espace santé. On est ravis de vous retrouver et peut-être de rencontrer deux nouveaux acteurs. Pour vous resituer un petit peu les Dites-nous tout mon espace santé, ça fait écho à la phase d'expérimentation qui a eu lieu pendant plusieurs mois dans l'ensemble des territoires sur 150 établissements pilotes. On a souhaité continuer l'animation de la communauté des établissements au travers des Dites-nous tout en élargissant. Donc, bien sûr, sont les bienvenus les désormais anciens pilotes qui ont une belle longueur d'avance et puis les nouveaux. Donc, on espère vous retrouver régulièrement. Nouveaux, anciens établissements du sanitaire, du médico-social et du social. Donc, vous pouvez vraiment relayer auprès de vous sur vos territoires. Tout le monde est invité à nous rejoindre dans cet espace de discussion. On vous reprécise le déroulé qui sera notre déroulé type. On aura d'abord 30 minutes pour vous faire un focus sur quelques thématiques, vous redonner de l'actualité. Quand c'est possible, vous apporter des témoignages d'établissements qui ont mis en place des parcours et des cas d'usage. Et puis surtout, avoir donc une demi-heure de questions-réponses. Donc, vous pouvez dès à présent les poser dans le chat. On y répondra le moment venu. Et puis, toutes les questions pour lesquelles on n'aura pas eu le temps ou pu vous répondre, elles seront récupérées et puis le replay, le support ainsi que la foire aux questions seront publiés sur le site de l'ANS et on vous mettra tout ça en visibilité. Donc le Dites-nous tout, c'est un événement que vous allez retrouver tous les mois de 15h30 à 16h30. On a déjà 2 dates qui sont programmées, le 15 décembre et le 19 janvier 2023. Et puis rapidement, vous retrouverez l'ensemble du calendrier pour toute l'année 2023. Donc, n'hésitez pas, on est très curieux de savoir s'il y a des nouveaux parmi vous. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat si vous êtes nouveau et quel établissement vous représentez. Donc, au niveau des bonnes pratiques, je vous l'indiquais, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Vous pourrez prendre la parole. C'est pour ça qu'on a choisi de faire l'événement sur Zoom. Vous avez peut-être l'habitude des webinaires ANS maintenant qui se font sous Livestorm. Là, on a vraiment envie de pouvoir parler avec vous. Donc, vous pourrez le faire. Ça va impliquer que chacun pense à couper ses micros parce qu'on peut rapidement être nombreux. Mais voilà un petit peu comment on va procéder. Et puis surtout, pour qu'on continue à bien capter vos retours et à prendre en compte les sujets qui vous intéressent, voilà, en priorité. On vous propose un questionnaire en ligne. Donc, n'hésitez pas à le compléter aujourd'hui, demain, quand vous avez 5 minutes pour nous partager les thématiques que vous souhaitez voir abordées dans les prochains Dites-nous tout. Donc, on vous a remis, Maëlys vous a remis le lien dans le chat. Et Maëlys, d'ailleurs, je te laisse peut-être te présenter. Il y a peut-être des gens parmi nous qui ne te connaissent pas encore. Bonjour à tous, donc Maëlys Pernin, je travaille avec Anne à l'ANS sur le projet de déploiement de mon espace santé. Voilà, et je ne sais pas si on a Stéphanie qui est déjà connectée. Stéphanie, n'hésite pas à te présenter si jamais tu es connectée. Ça sera avec plaisir. On va avancer. Stéphanie n'est peut-être pas encore parmi nous. Donc, sans plus attendre, pour vous partager un petit peu l'ordre du jour, on va vous faire un petit rappel sur le principe de création automatique, l'alimentation et la consultation du DMP, parce que c'est des éléments qui reviennent très souvent. Pourquoi on fait cette petite mise au point aujourd'hui? On sait qu'on va avoir des pilotes, voilà, certains qui ont, comme je disais en introduction, une longueur d'avance, mais aussi des nouvelles structures. Donc, on essaie un petit peu de faire en sorte que tout le monde puisse arriver au même niveau d'information. Il n'y a aucun souci pour poser encore une fois toutes vos questions. On sait très bien que voilà, au fil de l'eau, il y a des personnes qui sont plus ou moins avancées sur les sujets. Donc, il y a des fois des petites mises à jour d'infos, je dirais, de base sur le service à privilégier. Donc, on le fera. On va revenir sur la partie sensibilisation des patients pour vous parler du dispositif ambassadeur et puis les actualités de mon espace santé avant de prendre toutes vos questions. Et pensez bien à couper vos micros tant que vous ne parlez pas. Je fais un petit rappel.
Allez, c'est parti. Donc, le fameux principe de création automatique, vous avez peut-être en tête dans les discours, voilà, on entend souvent parler d'opt-out. Ah, C'est le mince. changement de paradigme Ok, eh ben, qu'on a écoutez, eu. on se Ah, dit alors, mardi matin et je regarde. Voilà, hop, c'est ça qui est bien, on peut désactiver le son. Le fameux processus d'opt-out, donc de création automatique, sauf opposition des profils Mon Espace Santé, c'est ça qui a été, je dirais, la révolution Mon Espace Santé et qui fait que depuis juillet 2022, voilà, tous les usagers qui ne se sont pas opposés se sont vus créer un profil Mon Espace Santé et on va vous expliquer en quoi ça consiste et du coup, qu'est-ce qu'il est possible de faire dès lors que ce profil est créé. Donc, les usages possibles en fonction du statut du profil Mon Espace Santé, c'est vraiment les premières informations qui doivent être les plus claires possibles pour vous. On a tout recensé dans un mémo. Voilà, vous aurez encore une fois le support à l'issue du rendez-vous, donc vous pourrez vous y référer. Dès lors qu'une personne s'est vue créer son profil Mon Espace Santé, les professionnels vont pouvoir et les structures vont pouvoir alimenter en document le dossier médical de l'usager, lui envoyer des messages au travers de la messagerie citoyenne et cet usager sera notifié sur sa boîte mail personnelle dès lors qu'un document, un message aura été poussé à Mon Espace Santé et dès la première visite d'un professionnel habilité suivant la matrice d'habilitation du DMP. Donc là aussi, s'il y a besoin, on pourra bien sûr y revenir dans vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. L'activation du profil Mon Espace Santé, donc c'est là la petite subtilité. Il faut bien se dire, il y a la création automatique des profils qui permet ce que je viens de vous expliquer et il y a la partie activation du profil. La partie activation, c'est quand l'usager proactivement est allé initier dans tous les sens, c'est des références et des trucs qui font référence à rien et c'est genre de logique. N'hésitez pas Oui, à fermer vos micros. Et ainsi, il peut être actif au niveau de son profil, aller compléter les données notamment de son profil médical. Le profil médical, c'est là où on va recenser les antécédents, les traitements habituels, les habitudes de vie, les directives anticipées. On va y retrouver aussi tout ce qui est histoire de santé, à savoir l'historique de remboursement, les mesures de données de santé. Donc, tout un tas d'informations que l'usager va pouvoir décider de partager avec les professionnels de son choix. Donc ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, c'est encore une autre sphère qui va vraiment permettre là l'interaction la plus forte entre les professionnels, les structures et l'usager. Donc c'est bien la différence. Et s'il y a une chose à retenir, c'est même si l'usager n'a pas activé son profil Mon Espace Santé, à partir du moment où le profil est créé, vous pouvez alimenter en document le dossier médical. Donc, il y a immédiatement un bénéfice en termes de complétude du dossier médical et donc d'accès aux professionnels à ces informations dans le cadre de la prise en charge du patient. Donc, on vous partage les premiers chiffres qui ont été publiés et annoncés lors de la dernière conférence de presse le 3 novembre. On a aujourd'hui 69 millions de bénéficiaires du régime d'assurance maladie qui ont été informés par email ou par courrier de la création automatique de leur profil Mon Espace Santé. On voit qu'on a touché les 3/4 de la population par email, ce qui veut dire que ces personnes sont notifiés aujourd'hui, dès lors, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a une alimentation notamment de Mon Espace Santé, au travers de leur email. Et pour le restant de la population, ce sont des courriers adressés par l'assurance maladie. On a moins de 2% de personnes qui ont exercé leur droit d'opposition. Donc ça, c'est évidemment un message extrêmement positif pour le lancement des usages. Et donc, plus de 98% des Français qui peuvent d'ores et déjà recevoir un document de santé ou un message à la sortie d'un épisode de soins. Donc, on va faire un focus sur l'alimentation et la consultation du dossier médical partagé avec normalement Stéphanie Choukroun, si elle est connectée. Stéphanie, elle est connectée. Eh bien, super. Alors, je prends le relais.
Alors, on voulait faire un petit focus sur les actions possibles donc des professionnels sur le DMP. Comme vous le savez, donc il y a deux types d'actions qui sont possibles. Soit en tant que professionnel établissement, on alimente le DMP, soit on le consulte, soit effectivement, c'est bien sûr recommandé si on peut faire les deux. Mais nous avons voulu, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Mais nous avons voulu distinguer les deux types d'actions ici dans le sens de l'obligation d'action. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Donc, en tant que professionnel de santé, depuis le 26 avril 2022, un fameux arrêté, donc l'arrêté du 26 2022 est paru, recensant. Excusez-moi si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Ouais, j'essaie d'aller les couper, Stéphanie. Je suis en mission là. Vas-y, je poursuis. Côté professionnel de santé, depuis le 26 avril 2022, une certaine liste de catégories de documents, donc de mémoire 7 ou 8, sont obligatoires dans l'alimentation des DMP. Donc, depuis cet arrêté-là, en tant que professionnel de santé, je dois alimenter le DMP pour ces types de documents. Par contre, au niveau de la consultation, il n'y a aucune obligation, c'est fortement recommandé bien effectivement, mais il n'y a aucune obligation. Donc, en tant que professionnel de santé, je peux consulter les documents du DMP de mon patient, donc toujours cadré, comme le disait Anne, selon la matrice d'habilitation du DMP, donc pour consulter les documents qui seront nécessaires et qui participeront à l'amélioration de la prise en charge du patient. Donc, on a le pendant côté usager, donc il faut savoir que côté usager, tout est tracé. Mon patient est notifié par courrier, donc email ou postal, de tous les premiers accès en consultation au DMP, donc au profil Mon Espace Santé, donc côté usager du patient. Et à chaque alimentation du document, on va retrouver une notification du patient à chaque document alimenté et également toute la traçabilité dans l'historique d'activité consultable par le patient en se connectant à son profil médical. Le patient, donc on garde en tête qu'il peut bien sûr gérer la confidentialité de son profil, donc soit à la maille du document, mais on va y revenir par la suite, donc dans le cas de masquage de documents, et également dans le blocage de documents. Et donc là, on vous a remis les deux mémos en visibilité qu'évoquait Anne et qui reprend vraiment de manière assez complète tous les éléments à connaître sur les droits d'accès, aussi bien en consultation qu'en alimentation du dossier médical partagé. Je ne sais pas si on répond aux questions au fil de l'eau. On le fera après. Ouais. D'accord. Donc, si on se concentre maintenant sur l'alimentation du DMP. Donc, l'alimentation du DMP, il faut savoir qu'elle n'est pas soumise à l'obtention explicite du consentement du patient. En tant que professionnel établissement de santé, on va informer le patient de notre intention d'alimenter son dossier médical partagé, mais on n'a pas à recueillir son consentement explicite. On l'informe et lors de cette information, par contre, le patient a la possibilité de s'opposer sur motif légitime à l'alimentation. Donc, dans ces cas-là, le professionnel ou l'établissement, s'il reconnaît le motif évoqué par le patient comme motif légitime, il n'alimentera pas le DMP. Mais sinon, voilà, s'il n'y a pas d'opposition légitime, il peut alimenter, donc c'est fortement même et obligatoire pour les types de documents du 26 avril 2022, alimenter le DMP du patient. Une opposition aussi à l'alimentation en cas de blocage. Si le patient a choisi de bloquer un professionnel, celui-ci sera bloqué aussi bien dans la consultation de son dossier médical que dans l'alimentation de son dossier. Sur la partie droite de la slide, on vous a remis donc de visu le fameux arrêté du 26 avril 2022, donc avec les obligations d'alimenter le DMP. Et de même, on a mis le pendant côté messagerie sécurisée MS Santé. On a aussi des éléments diagnostiques et thérapeutiques qui sont nécessaires à la coordination des soins qui doivent être envoyés de manière obligatoire via la messagerie MS Santé du professionnel. Si on passe à la slide suivante, la consultation. Donc, la consultation, contrairement à l'alimentation, est, elle, soumise à plusieurs obligations. Donc, on a essayé de vous détailler ici les obligations qui doivent être respectées pour pouvoir consulter un DMP. Donc, au niveau du consentement,
À partir du moment où le professionnel fait partie de l'équipe de soins, et donc ça vaut aussi pour tous les professionnels donc, qui prennent en charge le patient pour cet épisode de soins, le consentement du patient est présumé. Donc, dans ces cas-là, les professionnels qui interviennent dans la prise en charge du patient pour l'épisode spécifique peuvent consulter le dossier médical du patient. Lorsque le professionnel, par contre, ne fait pas partie de l'équipe de soins, il doit recueillir à chaque consultation et de manière explicite le consentement du patient. Dans les autres obligations, donc on vous a mis également le rappel de la matrice d'habilitation. Donc, vous le savez, la fameuse matrice qui définit vos droits d'accès en lecture aux différents documents présents dans les dossiers médicaux partagés des patients. Donc, chaque accès est cadré selon la matrice d'habilitation. Un professionnel d'une certaine spécialité ou d'une certaine profession ne peut accéder qu'à un nombre restreint de documents, les documents qui sont nécessaires dans le cadre de sa prise en charge. Une autre obligation donc, pour pouvoir consulter le DMP, c'est l'authentification nominative directe ou indirecte. Il faut nécessairement être muni de sa carte CPS et bientôt sa ICPS, ou alors en établissement de santé, avoir la possibilité de réaliser une connexion via le mode R simplifié. Donc, il y a une alternative du coup à l'authentification directe. On rappelle aussi la règle de proportionnalité et de minimisation des données. L'accès au DMP doit bien sûr se faire dans le respect des règles de proportionnalité et de minimisation des données. On ne consulte que les données qui sont strictement nécessaires à la prise en charge du patient et pas n'importe quel document. On rappelle aussi que tous les accès, donc comme on l'a dit précédemment, au DMP, enfin les premiers accès sont tracés, enfin tous les accès sont tracés dans l'historique d'activité. Les premiers accès sont aussi notifiés par email ou par courrier postal. Et donc le patient a une visibilité exhaustive sur tous les accès faits à son DMP et peut donc signaler tout accès qui lui semblerait frauduleux. Et donc, on a voulu vous rappeler dans l'encart de droite toutes les peines à destination des professionnels et des établissements de santé qui ne respectent pas les obligations au regard de l'accès d'un DMP, donc aussi bien les peines d'emprisonnement que les montants des amendes. Si on passe sur la slide suivante. Donc là, on revient sur la transparence et la gestion de la confidentialité. Donc, comme vous le savez, l'objectif principal de mon espace santé, c'est vraiment donner la main à l'usager sur son profil et qu'il soit acteur de son propre suivi de santé, de sa propre santé. Et donc, on lui laisse la possibilité de gérer la confidentialité de ses documents dans son profil Mon Espace Santé et la possibilité de bloquer un professionnel de santé pour l'alimentation et la consultation. Donc, pour la consultation, donc, on vous rappelle qu'il est possible en un clic de masquer l'ensemble des documents. Donc, les documents qui seront masqués ne seront visibles que par le patient et chaque document ne sera visible que par l'auteur lui-même du document, ou de masquer les documents de manière unitaire. Donc, le patient a la possibilité de masquer juste un certain nombre restreint de documents. On a aussi parlé du blocage d'un professionnel. Donc, le patient peut bloquer, des professionnels de santé pour la consultation et donc l'alimentation de son dossier médical partagé. L'histoire des dossiers médicaux partagés. Donc, si on passe à la slide suivante. On a voulu aussi vous remettre en visu les autres modes d'accès au DMP, puisque c'est des cas, voilà, c'est aussi un des intérêts de mon espace santé, c'est qu'il puisse être accessible aussi et surtout dans les situations d'urgence. Donc, on vous rappelle qu'il existe dans le profil Mon Espace Santé 2 types d'accès qui sont bien entendu paramétrables aussi par le patient. Donc, vraiment, toujours ce côté tout est à sa main, mais qui par défaut sont autorisés. Donc, on a l'accès en cas d'urgence par le SAMU. Donc, voilà, si problème, le médecin régulateur du SAMU peut, si bien sûr le patient n'a pas bloqué cet accès, accéder aux données de santé nécessaires pour sa prise en charge en urgence. Donc, dans ces cas-là, il accède aux documents donc dans le cadre toujours de la matrice d'habilitation et n'a pas besoin de justifier le motif de son accès.
On a par contre un autre mode d'accès qui, lui, est ouvert en cas d'urgence à tous les autres professionnels de santé. Et donc, c'est le cas où un patient présente un risque majeur pour sa santé et que le professionnel de santé souhaite accéder en mode brise-glace à son dossier et donc à ses documents de santé. Donc, dans ce cas-là, le professionnel de santé peut accéder en cas d'urgence et consulter les documents, donc toujours cadrés encore dans la matrice d'habilitation. Et si bien sûr le patient n'a pas bloqué cet accès aussi. Et dans ces cas-là, en sus du nom, prénom et date de naissance du patient, le professionnel de santé doit justifier de l'accès en urgence et donc cette traçabilité sera dupliquée dans l'historique d'activité, donc apparaîtra dans l'historique d'activité du patient et il sera également notifié de cet accès exceptionnel en urgence. Alors, je ne sais plus si on a une autre slide sur le DMP ou si on passe au témoignage. Ça va arriver. Voilà, on passait au témoignage. Donc, je ne sais pas, tu veux qu'on réponde aux questions DMP maintenant? Non, après en fait, on passe tout et après, on prend les questions. Donc, on vous partage en effet un témoignage d'un de nos établissements pilotes, le CH d'Avignon, sur l'alimentation du DMP avec les documents de sortie. Très bonne écoute. Pas de son. Oui, c'est ça. On a un petit problème de son. Pourtant, comme on dit, à la répétition, ça fonctionnait. Mais ce sont les aléas du direct. Alors, je vais essayer comme ça. Je te dis tout de suite si c'est bon ou pas. C'est tout bon. Je suis le docteur Siama Boran, je suis onco-hématologue au centre hospitalier d'Avignon. Je suis chef de pôle de cancérologie du territoire 84 et présidente de la commission médicale du groupement du Vaucluse. En avril, nous alimentons le dossier médical partagé avec un certain nombre d'informations, de bilans biologiques, les comptes rendus hospitaliers, les comptes rendus de consultation. Aujourd'hui, 100 000 dossiers médicaux partagés sont alimentés régulièrement. Concernant les patients atteints de cancer, c'est quelque chose qui va améliorer le parcours de soins du patient par cette alimentation de l'ensemble des informations utiles pour le patient, mais aussi en numérisant un certain nombre d'éléments importants, et notamment le programme personnalisé de soins. Cet outil va permettre une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs de la ville, mais aussi de l'hôpital, en incluant les médecins traitants, les infirmières libérales, le pharmacien. Cela permettra éventuellement d'éviter un certain nombre de redondances d'examens, parfois même des hospitalisations par les urgences, de gérer des effets secondaires plus précocement, de répondre à des inquiétudes, de l'angoisse des patients, tout en améliorant finalement le parcours du patient dans sa globalité. Voilà, vous voulez vous partager ce témoignage. On essaiera régulièrement et parfois en direct d'avoir des établissements parmi notamment les pilotes, comme je vous le disais, qui ont déjà une petite longueur d'avance. Donc, je vais passer à la partie sensibiliser votre patientèle, les ambassadeurs Mon Espace Santé, pour donner cette information à ceux qui ne l'ont pas encore. Toujours dans cet aspect communication, pédagogie, on sait qu'il y a un énorme travail à faire pour toucher un maximum d'usagers. Il y a un réseau d'ambassadeurs qui est mis en œuvre sur l'ensemble du territoire, animé par des coordonnateurs Mon Espace Santé. Donc, il y en a un par région, soit au sein de l'ARS, soit au sein du GRAL, le groupement régional d'appui au déploiement de la e-santé. L'objectif, les missions principales de ces ambassadeurs, c'est d'informer et de former les citoyens sur Mon Espace Santé, de les accompagner
vers l'autonomie et vraiment la prise en main de cet outil et des différentes fonctionnalités, et de déployer des actions. Donc, ça peut être des ateliers dans vos structures, des ateliers, des stands voilà, pour accompagner les usagers à l'activation. Et donc, on vous partage quelques chiffres. On a aujourd'hui déjà plus de 750 ambassadeurs Mon Espace Santé, 7500 personnes qui ont été sensibilisées et 484 actions. Donc, on sait qu'en fait, les chiffres ils sont encore plus élevés que cela, puisqu'évidemment, on n'arrive pas forcément à avoir toutes les remontées, mais ça, voilà, ça donne déjà un premier regard sur les prémices du dispositif. Et puis, concrètement, quelques actions, quelques exemples. En tant qu'ambassadeur, les ambassadeurs peuvent animer un atelier, sensibiliser le public, former des collègues. On a énormément d'ambassadeurs au sein des structures en propre. On a même des structures qui deviennent elles-mêmes ambassadrices, réaliser des actions de sensibilisation de la patientèle. Et on vous a partagé déjà quelques exemples sympathiques en région très diverses et variées, puisque voilà, il y a même eu des animations cet été sur la plage en Occitanie. Voilà, donc tout le monde a des bonnes idées, et n'hésitez pas aussi, là encore, à nous les partager en dites-nous tout, on les diffusera avec grand plaisir. Ça peut passer voilà, par des idées de jeux, d'affiches, de kits en particulier. Tout est bon à apprendre et à partager entre nous tous. Donc là, on vous a remis, et là encore, vous aurez le support, l'ensemble des missions du coordinateur régional. Je vous le disais, ce coordinateur en région qui va animer le réseau d'ambassadeurs en lien fort avec la délégation numérique en santé. Donc, vous voyez que sur la plupart des territoires maintenant, on a le coordonnateur, ou en tout cas, s'il n'est pas encore affiché, il est, je dirais, en cours de recrutement. Et il y a toujours au moins quelqu'un de mobilisé sur les régions pour amorcer cet accompagnement des ambassadeurs. Alors, quelques actualités Mon Espace Santé avant de prendre vos questions là très rapidement. Vous l'avez peut-être vu, le 3 novembre dernier, lors de la conférence de presse, donc a été annoncée l'arrivée et l'ouverture du catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc, c'est la 3e brique à s'ouvrir après le dossier médical et la messagerie santé de Mon Espace Santé. Donc, c'est une offre de services numériques utile pour prendre soin de sa santé, référencée par les pouvoirs publics. Donc, je dirais qu'à la différence d'un store classique, pour entrer dans le catalogue de Mon Espace Santé, il faut avoir passé un process de référencement strict avec un certain nombre de critères d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Et vous allez pouvoir retrouver notamment au travers du catalogue de services un certain nombre de sites, d'applications gratuites ou payantes, émanant d'acteurs privés ou publics, qui vont proposer notamment le suivi de traitement, les mesures quotidiennes, avec là aussi, on le verra en seconde approche, toute la synchronisation de données, puisqu'aujourd'hui, on est sur un panel d'applications sans synchronisation de données, la prise de rendez-vous médicaux, on voit aussi tous les enjeux avec la préadmission, etc., et l'accès à des portails patients d'établissements de santé. Donc ça, ce sont quelques exemples, et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir améliorer la qualité du service rendu aux usagers, et puis voilà, d'aider les citoyens à s'y retrouver, et puis surtout d'offrir une offre de services numériques en santé, encore une fois, qui a passé un process de référencement strict, et qui donc voilà, est gage d'une qualité et notamment d'une sécurité au niveau des données. Et encore une fois, comme sur l'ensemble du service Mon Espace Santé, c'est totalement à la main de l'usager de décider des applications qu'il souhaite télécharger et avec lesquelles demain il souhaitera interagir. Donc là, on vous a remis les 12 services qui sont déjà référencés. Vous pourrez regarder si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Il y a des services déjà extrêmement variés, et on en a énormément qui sont, je dirais, dans les tuyaux en cours de référencement.
Également, vous dire que grâce à nos 150 établissements pilotes, grâce à cette première phase d'expérimentation majeure, on a mis en œuvre la boîte à outils Mon Espace Santé. Elle est disponible sur le site de l'ANS. Elle est évidemment à votre entière disposition, mise à jour très régulièrement. Grâce à vos retours, on y a mis un certain nombre de mémos, dont celui dont je vous parlais au début de l'intervention sur voilà, je peux faire quoi suivant le statut de mon espace santé, et puis aussi des nouvelles vidéos qui vous détaillent un certain nombre de cas d'usage. Donc, ces outils, vous pouvez vous les approprier, vous pouvez les partager dans vos structures. Ça doit aider vos équipes projets, voilà, de créer de l'adhésion auprès des professionnels de vos structures, sensibiliser les usagers. C'est tout ça qu'on essaie de vous partager au travers de la boîte à outils. Donc, très régulièrement, en dites-nous tout, on vous dira les petites nouveautés, ce qui a changé. Et d'ailleurs, on a, je crois, déjà encore fait des petites modifications aujourd'hui en termes de mise à jour. Donc, vraiment, je vous invite fortement à vous y rendre et à mettre dans vos favoris. Alors, on est hyper bien dans le timing. On va passer à vos questions. Donc, je vais remonter dans le chat. Je vois qu'il y en a un certain nombre qui ont été posées, donc on va les prendre dans l'ordre. Il y a d'abord Florent. Est-ce que mon espace santé est connecté de près ou de loin au compte Amélie et Stéphanie, tu pourras me compléter aussi. Donc aujourd'hui, mon espace santé et le compte Amélie, c'est je dirais deux espaces différents. Vous l'avez peut-être vu très vite sur le slide, mais l'application Amélie a été référencée. Donc aujourd'hui, en tout cas, voilà, il n'y a pas de fusion entre les deux services. On est vraiment sur, je dirais, le carnet de santé numérique au niveau de mon espace santé et des démarches administratives que vous pouvez faire au travers des services d'Amélie. Oui, et puis il faut rappeler aussi qu'Amélie ne concerne que les bénéficiaires du régime général, alors que sur mon espace santé, on est ouvert aux autres régimes. Et comme tu disais, vraiment un côté dans le cadre de la prise en charge, l'amélioration des soins, alors que le compte Amélie est plus voilà, dans le suivi des facturations, des administratifs. Pardon, excusez-moi, je lisais en même temps la question. Non, c'est très bien. On fait ça de façon totalement dynamique. Je vais prendre la prochaine là de Chloé. Peut-on avoir plus d'informations sur le cas particulier du médecin traitant et de son accès à tous les documents, même ceux masqués volontairement par le patient? Donc là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où le patient a masqué des documents, ils ne resteront visibles, tu me compléteras Stéphanie si je dis une bêtise, que des professionnels qui avaient versé, voilà, qui étaient à l'initiative de la production du dit document. Et comme Stéphanie l'a mentionné tout à l'heure, on a parlé de la fameuse matrice d'habilitation du DMP. C'est vraiment là où on indique quel professionnel peut alimenter, consulter telle ou telle typologie de documents. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Et on peut vous remettre le lien vers la matrice d'habilitation du DMP. C'est comme ça, peut-être pas directement très digeste, mais en tout cas, ça vous donnera toute la clarté sur les possibilités d'accès des professionnels à mon espace santé. Alors par contre, je me permets de te compléter parce que pour la personne qui a posé la question, tu sais, des fois, il y a encore des confusions entre le médecin traitant à l'époque du DMP qui était médecin traitant du DMP. Et je me demande si c'était pas ça aussi la question. Je ne sais pas si la personne peut préciser dans le chat. Bonjour. Oui, c'est moi qui ai posé la question. Donc, en effet, je suis allée sur votre site et je suis sur la page protection données personnelles. Et il y a un paragraphe sur des cas particuliers, justement, du médecin traitant. Et c'est bien écrit qu'il peut accéder à toutes les informations et également aux informations qui ont été rendues inaccessibles en les masquant, donc par nous en tant qu'usagers. Donc, c'est pour ça que, soit il y a une erreur sur le site. Alors, vous êtes sur le site DMP ou sur le site Mon Espace Santé? Sur le site Mon Espace Santé. Normalement, c'est le médecin, c'est ce qu'on appelle depuis l'arrivée de Mon Espace Santé, le professionnel administrateur.
on avait justement profité de l'arrivée de mon espace santé pour revoir le terme auparavant du DMP qui était médecin traitant. Mais alors, peut-être que c'est un petit loupé Je vous dans la foire aux envoie. questions. Je veux bien, je suis preneuse. Ouais, Mais je sinon, vous comme envoie. le disait Anne, le médecin traitant, en fait, va être au même titre qu'un professionnel de sa spécialité dans le cadre de la matrice d'habilitation. Donc, s'il est donc la plupart du temps généraliste, donc on va voir dans la rubrique médecin généraliste, et il aura accès aux documents autorisés au titre de sa profession, mais par contre ne verra pas les documents masqués dont il n'est pas l'auteur. Ça, c'est pour le médecin traitant. Après, on a une autre notion qui est le professionnel administrateur. Mais là, vous parliez bien du médecin traitant. Oui, tout à fait. Bah, du coup, merci. Alors, on Ça va répond à voir. ta Je vais voir si c'est une coquille, si on peut la corriger. On va regarder tout ça. Ok, merci. Merci à vous. Alors, sur la suite des questions, une confusion persiste. Si le profil n'a pas été activé, donc il a été créé mais il n'a pas été activé, et qu'un établissement envoie un message à la messagerie citoyenne, est-ce que le patient est notifié? Donc oui, mon profil est créé, il n'est pas activé, mais à partir du moment où il est créé, je peux pousser un document, je peux pousser un message, et le patient est notifié. Est-ce que l'établissement de son côté va recevoir un message d'erreur ou en tout cas un message d'information qui va lui dire si l'espace santé est activé? Donc, pour moi, de mémoire, et je vous repartage la note technico-fonctionnelle, je me mets à tout le monde, c'est bon, la note technico-fonctionnelle de la messagerie citoyenne pour ceux que ça intéresse, qui est sur le site MS Santé. Pour moi, on est dans un cas où en fait l'établissement va recevoir un message uniquement si l'usager a exercé son droit d'opposition, donc pour le coup le compte n'est pas créé, et là vous allez avoir l'information, ah bah non, il n'y a pas d'espace en face, et on est en train, Stéphanie, si je ne dis pas de bêtises, d'essayer de rendre plus digeste, plus compréhensible ces messages de retour vers les professionnels et vers les ES. Effectivement, on a deux types de messages en fait qui vont aboutir au professionnel ou à l'établissement qui va avoir envoyé un message à un patient. Donc on a le cas le plus simple, il a activé, c'est bon, il reçoit le message. Donc là, pas de retour. Par contre, dans le cas où le patient s'est opposé à la création de mon espace santé, il y a un message spécifique que va recevoir en retour le professionnel ou l'établissement de santé, donc pour le prévenir que la création de mon espace santé n'a pas été réalisée. Et dans le cas où on est dans le cas d'un profil créé mais non activé par le patient, on a un deuxième type de message qui sera reçu pour prévenir que oui, l'espace existe mais n'a pas été activé. Donc, on a vraiment ces deux types de messages. S'il n'a pas été créé l'espace, le professionnel va être averti du fait que ce n'est pas créé, donc le message n'a pas abouti. Par contre, s'il est créé mais non activé, il aura un autre type de message retour qui le préviendra que le message est abouti mais ne peut pas être consultable tant que le patient n'a pas activé son profil. Du coup, bonjour, c'est Evelyne du GRADESEA de Nouvelle-Aquitaine. Du coup, pour bien comprendre, en fait, ça, c'est quelque chose qui est en cours. C'est-à-dire, à ce jour, il n'y a pas de message d'erreur si le compte n'a pas été activé. Si. Alors, en fait, oui, je me suis peut-être embrouillée. Donc, on a trois types de cas. J'ai mon espace santé de créer et d'activer. Dans ces cas-là, un professionnel de santé, un établissement de santé peut m'écrire, il n'y a pas de souci. Je suis un usager qui ne me suis pas opposé à la création de mon profil. Le profil a été créé, mais je ne l'ai pas activé. Dans ces cas-là, quand un professionnel ou un établissement va m'écrire, il recevra un retour le prévenant que mon profil est créé, mais non activé. Donc, le message ne peut pas être lu pour l'instant. Mais côté usager, j'aurai, comme le disait Anne, une notification qui va m'avertir que j'ai un message. Tant que je ne l'aurai pas activé mon profil, je ne pourrai pas lire le message. Mais au moment où je déciderai d'activer mon profil, je récupérerai le message. Mais je ne sais pas si peut-être que je pars trop dans les détails et qu'au final, je vais peut-être En fait, je comprends bien que si c'est créé non activé, il y aura un message d'erreur. Il y est. Donc, il y est déjà, en fait. Oui, il y est déjà. D'accord. Il y a un message d'erreur pour les profils créés mais non activés et un deuxième type de message d'erreur pour les profils non créés.
Oui, pour ceux qui se sont opposés. Voilà. D'accord, c'est très On va clair, le merci. repréciser, on le reprécisera du coup, c'est Ouais. des choses importantes. Alors, on a une question de Catherine. Avez-vous la répartition par genre de la création de l'espace santé? Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été publié. Et comme ça, vu de nez, je dirais que ce n'est pas trop publiable non plus. Je dis ça, je dis rien. Non, et puis de toute façon, je crois qu'il n'y a pas eu d'analyse de fait encore dessus sur les différents types de profils activés ou non. Ça marche. Alors, on a une question. Donc, question majeure. Pour un professionnel de santé, à ma connaissance à ce jour, il n'est pas possible de consulter mon espace santé d'un patient de façon asynchrone. Pouvez-vous nous le confirmer? Donc, je comprends dans la question, n'hésitez pas à prendre la parole, que vous supposez que vous ne pouvez pas consulter le DMP du patient s'il n'est pas devant vous. Grosso modo, je le comprends comme ça. Donc, c'est vrai que Stéphanie nous a partagé des informations là, importantes sur la consultation du DMP, sur tout ce qui était, que tu appelais proportionnalité, là, à quoi je dois accéder. Là, c'est pareil, tu me compléteras. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez, je dirais, capté à un moment donné le consentement du patient, que vous intervenez dans sa prise en charge et que vous allez accéder aux bonnes données pour qu'à un moment donné, il y ait une prise de décision, qui soit en face de vous ou non, me semble pas inapproprié, mais tu me complètes. C'est tout à fait ça. À partir du moment où vous faites partie de l'équipe de soins et que le consentement du patient est explicite, est présumé, vous pouvez consulter son dossier même s'il n'est pas avec vous en consultation. Je me permets de prendre la parole. Oui. C'est moi qui ai posé la question. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. La question est double. Il y en a une juste un petit peu plus bas. Premièrement, si nous sommes médecin traitant, en tout cas le médecin habilité sur le dossier du patient, si nous sommes en téléconsultation, si nous sommes en train de bosser sur son dossier de façon asynchrone le soir, le matin, bon bref, est-ce qu'on peut avoir accès à ces informations à partir du moment où nous n'avons pas sa carte vitale ou sa e-carte vitale? Oui, voilà, c'est ça la question. Vous n'en avez pas besoin. Et une deuxième question dans ce sens-là aussi, si nous sommes un médecin téléconsultant, non médecin traitant, pareil, à distance, est-ce possible d'accéder à son dossier, voilà, pour récupérer donc ses antécédents, etc. Alors, pour pouvoir se connecter au dossier médical partagé d'un patient, à partir du moment où, alors il me semble que faudrait que je fasse confirmer pour la PIV1, il me semble que vous avez la nécessité d'avoir sa carte vitale. Par contre, pour une connexion à partir d'un équipement en API-V2, vous avez 3 façons d'accéder à son dossier médical partagé, soit via la carte vitale, soit via une recherche avec son INS, soit par trait d'identité. Donc, si vous n'avez pas sa carte vitale, vous avez cette alternative-là, via INS ou via saisie des traits d'identité pour accéder à son profil. Si vous êtes son médecin traitant, donc vous êtes bien entendu considéré comme personne intervenant dans sa prise en charge et donc de son équipe de soins, donc son consentement est présumé, donc vous pouvez tout à fait consulter son dossier médical à tout moment, lors de la consultation, lors d'une téléconsultation ou comme ce que vous évoquiez le soir même sans sa présence. À partir du moment où vous êtes un médecin qui intervenait de manière exceptionnelle avec un patient que vous avez rencontré ponctuellement ou qui ne fait pas partie de votre patientèle médecin traitant, là, à chacune de ces consultations de profil médical, vous aurez besoin de son consentement explicite. Donc, dans ces cas-là, il faudra l'avoir soit en consultation, soit à téléconsultation. Il peut vous donner son accord de manière orale, mais vous ne pourrez pas le faire sans... il y a ce distinguo de équipe de soins et hors équipe de soins. Donc, si vous n'êtes pas dans son équipe de soins, vous devrez recueillir son consentement. Donc, ce sera possible en consulte et en téléconsultation uniquement. Est-ce que son consentement est une formalité de type signature électronique? Non, ça peut être un consentement à l'oral. D'accord. Merci. C'est vraiment à vous après de le préciser, mais il peut vous le donner à l'écrit ou à l'oral. Bon, top.
Alors, question de Cécile. Le fameux mode R simplifié, c'est quoi Kesako? C'est le mode d'authentification indirecte renforcée. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer, Stéphanie. Alors, On a parlé un peu tout à l'heure. Oui, c'est une alternative en fait à l'authentification donc directe qui commence dans certains établissements de santé pour pallier l'absence de la carte CPS que les professionnels de par leur activité terrain n'ont pas toujours sur eux. Donc, ça permet en fait de désigner une personne à partir donc d'avoir la personne responsable de la consultation et de pouvoir donc qui dispose bien sûr d'une CPS et de pouvoir y accéder via le SI de l'établissement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la carte CPS avec soi, c'est une alternative. On se connecte via le SIH en mode R simplifié. C'est super intéressant. Je pense qu'on pourra faire un... dites-nous tout, se faire un Oui, parce que des petits focus sur R simplifié qui est encore... voilà, alors normalement, R simplifié devrait être une exigence dans la vague 2 Ségur couloir hôpital, mais on pourra peut-être faire un focus pour expliquer plus en détail avec les experts techniques sur ce sujet le principe de l'authentification en R simplifié. Carrément. On a une question de Chloé donc autour de quel moment le patient est notifié, tous les combien de temps. Donc là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le patient il est notifié à chaque fois qu'il va recevoir un nouveau document, un nouveau mail et à la première connexion d'un professionnel. Mais je crois qu'on envisage pour que, par exemple, dans une journée, s'il y a eu le versement de 10 documents, vous ne receviez pas 10 notifications, de capitaliser et de notifier en une fois par 24 heures, je crois de mémoire, tous les versements, les accès, etc., les envois de mails qu'un usager a pu recevoir. C'est ça, c'est même plus qu'envisagé, c'est fait. Ben voilà, donc vous avez, lorsque l'adresse email est connue, vous avez une notification qui vous est envoyée par email par jour. Et donc, qui reprend l'ensemble des documents alimentés, comme le disait Anne, des messages envoyés et des premiers accès en consultation à votre dossier médical partagé. Pour le courrier postal au lancement de mon espace santé, donc quand on ne dispose pas de votre adresse email, donc c'était le cas d'à peu près un quart des patients, on va retracer toutes ces notifications par écrit. On va faire toutes ces actions par écrit. Et le courrier, alors au lancement de mon espace santé, ça devait être un courrier transmis de manière annuelle, mais la fréquence a été réduite, il me semble, il faudrait confirmer, à 2 ou 3 tous les 3 mois. Donc, on va faire sur un intervalle beaucoup plus régulier. Et donc, ces personnes-là recevront au sein de leur résidence le courrier qui retrace toutes les actions faites sur leur dossier, sur leur profil Mon Espace Santé. Alors, question de Stéphane. Il est possible d'alimenter mon espace santé via le dossier médical et la messagerie citoyenne. Donc, en effet, vous pouvez verser des documents au DMP, envoyer des messages. L'alimentation depuis un dossier patient informatisé est cadré, documenté et structuré. Qu'en est-il de l'alimentation via la messagerie sécurisée citoyenne? Comment le DPI peut-il récupérer l'adresse, etc. Devons-nous le renseigner manuellement dans le DPI? Alors, il y a beaucoup de questions dans une question. Donc, pour qu'un professionnel, un établissement, un secrétariat échange avec le patient à travers mon espace santé, il faut être équipé d'une messagerie sécurisée de santé MS Santé. Le format d'adresse des messageries patients, donc c'est un format unique, je pense que maintenant beaucoup ont en tête, c'est le matricule ins@patient.mssanté.fr, donc c'est en effet un format unique. On a déjà actuellement un certain nombre de clients de messagerie, d'outils qui vous proposent la récupération de l'INS pour reconstituer le format d'adresse. On sait qu'il y a encore beaucoup de professionnels qui sont, je dirais, en mode manuel, mais les travaux du Ségur, notamment qui vont se poursuivre sur la vague 2 et l'évolution de nos référentiels MS Santé, le 1 qui concerne les opérateurs, le 2 qui concerne les clients de messagerie, il y a des travaux qui sont en cours. Là aussi, c'est issu de retour de l'expérimentation dans les établissements pilotes, de façon à ce qu'on améliore ces fonctionnalités, qu'à partir du moment où vous avez la diffusion dans votre système d'information de l'INS qualifié, vos outils
notamment de messagerie sécurisée, puisse vous permettre la récupération de l'INS, la reconstitution du format d'adresse pour vous permettre de dialoguer avec l'usager. Et il y a déjà un certain nombre d'outils aussi qui différencient bien dans leur espace les messages entre pros des messages pro vers usager. Donc ça aussi, c'est vraiment des choses sur lesquelles on est en train de travailler et de mettre ça en exigence et ou recommandation aux éditeurs. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, sinon n'hésitez pas à compléter. Nous avons l'obligation d'envoyer des documents sur le DMP du patient. Comment cela se passe si le patient a refusé que nous déposions des documents? Alors, comme on le disait, au niveau de l'alimentation d'un document, donc vous devez informer le patient. Le patient peut, comme on l'a dit, s'opposer, mais sur motif légitime. Et donc, j'ai vu un peu plus bas dans le chat qu'on nous pose la question de justement qu'est-ce qu'un motif légitime. Alors, c'est vrai que les textes sont assez flous sur ce qu'est le motif légitime. C'est laissé à la main à l'appréciation du professionnel de santé. Mais si le professionnel de santé juge qu'il doit être mis dans le DMP et ne reconnaît pas la légitimité de l'opposition, il peut le déposer. Donc, normalement, voilà, comme c'est une information d'alimentation et pas besoin d'avoir le consentement explicite, les documents et puis les documents qui sont mis quand même dans les obligations du 26 avril 2022 restent vraiment des documents qui sont utiles et nécessaires dans la prise en charge puisqu'on y retrouve les comptes rendus de bio, les comptes rendus d'imagerie, les comptes rendus opératoires. Donc, on a vraiment ciblé les documents qui sont nécessaires, voire indispensables dans la prise en charge et l'articulation entre tous les acteurs de santé. Donc, normalement, on devrait s'attendre à peu d'opposition quand même légitime de la part des patients. Alors, existe-t-il des ICPS établissements? Alors là, moi, j'ai envie de répondre que la ICPS d'établissement, la réponse, c'est peut-être le certificat qui se cache derrière, qui offre beaucoup de confort et du coup, évite cette gestion des CPS et des ICPS. Donc, on pourra peut-être aussi vous refaire un petit focus sur ces éléments. Je pense voilà, entre le mode R, l'utilisation de certificats, ça peut peut-être être intéressant pour beaucoup. Ouais, quid de l'accès pour un médecin lors d'une téléconsultation? Pour moi, on va être sur le même principe. On Ouais, demande le consentement à l'oral, etc. Voilà. etc. Oui, Exactement. c'était moi qui ai posé la question. c'était tout à la l'heure, mais suite. Voilà. Ça marche. D'accord. Parfait. Le PS renseigne le nom et prénom du patient en mode urgence. Qu'en est-il de l'INS? Donc ça, c'est pour les accès comme on disait tout à l'heure, un peu en mode bris de glace en urgence au dossier médical. Alors, l'INS, il n'a pas besoin de le préciser parce que c'est une fois qu'il a accédé, comme on disait tout à l'heure, il va accéder. Donc, soit il avait son INS, il avait saisi l'INS, bon, la carte vitale, OK, mais les traits d'identité du patient. Donc, une fois en fait que tu accèdes au dossier médical, Najed, pardon, j'ai vu que c'était toi, que tu accèdes au dossier médical partagé du patient, donc après l'avoir identifié, il n'y a que les champs nom, prénom, date de naissance qui sont obligatoires à être saisis. En fait, on peut se tromper du patient, c'est-à-dire on peut avoir un homonyme si on n'utilise pas l'INS, parce que le but de l'INS, c'est ça, c'est d'envoyer, de retrouver le bon patient. C'est pour ça que je pose cette question. Oui, mais là, la partie en fait à saisir, c'est une fois que tu t'es connecté. D'accord. Ok, alors là, on revient un petit peu sur la partie motifs légitimes. Je pense qu'on l'a régulièrement, cette question. Quels peuvent être les motifs légitimes d'opposition à l'alimentation du DMP? C'est ce qu'on disait. Ben oui, tu me comprendras, mais voilà, la réglementation là-dessus est floue. C'est vraiment, je dirais, le colloque singulier entre le professionnel et l'usager qui va déterminer s'il y a motif légitime ou pas, en tout état de cause, à partir du moment où, généralement, ce qui se passe sur le terrain, quand l'usager exprime sa volonté de ne pas voir alimenter le DMP avec tel ou tel document, le professionnel le respecte. Alors, on est dans des cas
pas autour de voilà, j'ai fait un IVG, je ne veux pas que l'information soit mise, j'ai telle pathologie. Enfin voilà, il y a le cas des mineurs, mais ça je crois qu'on a une question plus bas, mais ça c'est aussi plutôt encadré. Voilà, donc il n'y a pas de, on ne peut pas vous écrire une liste de motifs légitimes. C'est vraiment le dialogue entre le professionnel et son patient qui va déterminer s'il y a lieu d'avoir motif légitime ou pas d'opposition. Parmi les 98% d'usagers ayant accès à Mon Espace Santé, qu'en est-il des mineurs protégés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance? La communication et l'accès aux documents de santé représentent d'importantes difficultés dans le cadre de leur parcours de santé. Alors, pour moi, ils y sont. Faut que je me renseigne. Faut que je me fasse confirmer par l'équipe sans qui s'occupe problème, de toute ça. façon, c'est ce que je dis en intro, nous, on récupère on toutes pourra les répondre questions, post-réunion. Ouais, complètement, on vous met à jour la FAQ. Et puis, pour moi, ils y sont, mais voilà, je préfère quand même m'assurer de ça. Tout à fait. Alors, une structure peut-elle faire appel à un ambassadeur Mon Espace Santé et quelles en sont les modalités? Donc oui, vous pouvez faire appel à un ambassadeur sur votre territoire pour demander par exemple une intervention, pour animer un atelier, un stand, etc. On va vous repartager la cartographie là, des coordonnateurs dont j'ai parlé tout à l'heure et on vous donnera le détail pour que vous puissiez prendre contact avec eux et puis du coup avoir le réseau d'ambassadeurs de votre territoire et éventuellement organiser des actions. Donc, on va vous partager tout ça juste après. Contexte des personnes vulnérables, exemple des personnes en EHPAD, l'usager peut-il délibérément transmettre ses codes d'accès à Mon Espace Santé à un proche? Là, évidemment, c'est quelque chose qu'on a largement en tête, hein, les aidants, les proches aidants. Au-delà de Mon Espace Santé, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de proches, de familles et autres qui accompagnent leurs aînés dans, je dirais, et une gestion administrative et potentiellement une gestion en effet de données sensibles. Le sujet, il est, je dirais, en cours de façon à pouvoir encadrer ces accès et les tracer. Et on va distinguer, je dirais, les professionnels aidants des proches aidants pour cette traçabilité. Donc voilà, on sait que ça se fait. On ne peut pas évidemment écrire que c'est bien de le faire comme ça, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se fait comme ça se fait pour beaucoup de services. Hein. Je ne sais pas si tu veux me compléter, Stéphanie, mais à ce titre aujourd'hui. Après, voilà, encore une fois, le fait est que, voilà, que tout est mis en œuvre pour que ça puisse être encadré, tracé, voilà, fonctionnalité à l'appui, donc évolution du service en ce sens. Quoi. Voilà, j'avance. Comment faire pour devenir une structure ambassadrice? De la même façon, hein, on va vous partager toutes ces infos dans les éléments qu'on vous enverra. Comment référencer sa solution dans Mon Espace Santé? Donc là, on peut vous mettre dans le chat le site éditeur au pluriel .monespacesanté.fr. Donc, il faut vous inscrire sur le parcours de référencement. Je dirais que la première étape, ça va être de vous créer un compte sur l'outil Convergence de l'ANS qui va vous permettre de déterminer si vous entrez dans le parcours avec ou sans synchronisation de données. Et puis, voilà, il y a un processus au long cours qui est totalement détaillé sur éditeur au pluriel.monespacesanté.fr où vous allez trouver toutes les informations, le support, à qui vous adresser. Et vraiment, il y a tout le détail de la démarche et aussi des webinaires qui sont programmés pour vous accompagner dans cette démarche. Je descends, ça je ne vois pas, sous quelle forme. Bonjour, dans ce cas, est-ce qu'une fois le compte activé, le patient reçoit ces messages de manière rétroactive? Donc oui, hein, Stéphanie le disait, hein, à partir du moment où vous avez activé, vous allez récupérer toute l'antériorité des messages qui vous ont été envoyés. Les professionnels doivent-ils renvoyer les documents? Non. Encore une fois, à partir du moment où le profil est activé, on verse les documents, on envoie les messages, rien n'est perdu. Et au moment où le patient active, il accède à tout ce qui a été versé, à tout ce qui a été envoyé en termes de messages.
Les établissements de santé et laboratoires ont-ils obligation à alimenter le DMP et la messagerie citoyenne pour un même document de santé? Donc là, Stéphanie le disait tout à l'heure, hein, il y a le fameux arrêté du 26 avril qui donne le détail, le tableau complet des obligations d'alimentation, à quelle cible, etc. Si tu veux me compléter, n'hésite pas. Je lis la question comme elle est très longue. Alimentation à 2 endroits. Alors, on a en effet cette question qui revient assez souvent au niveau de cet arrêté. Et en effet, pour certains documents, on invite à envoyer à la fois dans le DMP et dans la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Donc là, c'est vraiment à déterminer en termes de parcours et de cas d'usage. Pour voir, suivant vos fonctionnements, ce qui est à réaliser. On a fait cette remontée qui pose question pour certaines structures, certains parcours, certains cas d'usage, de justifier le pourquoi du comment je vais envoyer le même document à la fois au DMP et à la fois à la messagerie citoyenne. Comment les professionnels de l'équipe de soins peuvent-ils consulter des RIRM, scanners et autres radios d'un patient? Donc aujourd'hui, pareil, tu me compléteras, Stéphanie, aujourd'hui, vous n'allez pas consulter, j'allais dire l'image directement, oui et non. Normalement, on a un pointeur qui va vous emmener, un peu faire de technique, mais vers la zone sécurisée où on vous a partagé uniquement les images que vous êtes censé consulter et ça, du coup, depuis le dossier médical partagé. Le consentement du patient n'est-il pas nécessaire, comme indiqué dans le Ségur numérique, radio, volet 2, etc., etc. Donc, le consentement du patient, il n'est pas obligatoire pour l'alimentation. Et comme on l'a dit, pour la consultation, vous devez le recueillir à l'oral, c'est suffisant, et être évidemment acteur de la prise en charge du patient. Il faut être professionnel de santé pour comprendre tout ce vocable et sigles. Alors, c'est pas faux, c'est vrai que quand on baigne dedans, on essaie d'être au clair. Et vous avez, mais alors 200% le droit de nous dire que trop de sigles, trop de machins, donc on essaie de les décrire, mais oui, c'est sûr que ça demande, je dirais, une certaine habitude, mais on essaie de vulgariser au maximum, mais on peut toujours mieux faire. N'hésitez pas à creuser dans vos questions pour qu'on clarifie si besoin. On est là pour ça. Comment trouver l'adresse mail sécurisée des patients et des professionnels? Alors, pour les professionnels, c'est dans ce qu'on appelle l'annuaire santé. Donc, là aussi, on pourra vous remettre le lien. Et pour les usagers, donc je l'ai dit, on a un format d'adresse unique, ins@patient.mssanté.fr. Et donc, du coup, la plus grande, je dirais, complexité va être de récupérer cette INS via votre système d'information hospitalier ou votre logiciel de cabinet. ICPS, alors la ICPS, c'est la carte de professionnel de santé qui vous permet de vous authentifier. Et il y a la carte physique et il y a la ICPS qui est la version virtuelle de la carte physique. Pour les certificats de santé et pour les certificats de santé obligatoires de l'enfant, point d'interrogation, est-ce que vous voulez dire qu'ils doivent être versés au DMP? Je ne sais pas ce qui se cache derrière la question. Si vous voulez prendre la parole, c'est monsieur ou madame Chouflin. N'hésitez pas si vous voulez donner du détail. Sinon, en tout cas, aujourd'hui, Stéphanie, on peut dire que je crois que… oui, je suis madame. Je vous en prie, allez-y. Oui, parce qu'il y a les certificats de santé obligatoires de l'enfant qui sont dans le carnet de santé de l'enfant, le CF8 pour le 8e jour, 9e mois, les 2 ans d'enfant. À ce jour, c'est une obligation de les remplir, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas… ils ne font pas partie apparemment de la liste des documents obligatoires à verser. Donc, je posais la question si ça allait devenir ou pas. Alors ça, après, ça va évoluer sans doute au fil du temps et au fil de, quand on va voir les cas d'usage déployés au sein de mon espace santé. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'obligation se limite aux documents et aux catégories de documents cités dans l'arrêté du 26 avril 2022. Merci. À ce jour, on ne peut pas trop se prononcer sur le devenir de ces obligations.
Parfait. Je regarde parce que je vois qu'on est à 30, j'ai au maximum. Maëlys, si jamais on a pour le docteur Villemino, Oui, moi je l'ai. Voilà, super, on va vous mettre les coordonnées. On va vous mettre ses coordonnées. Tac, tac, tac. Prochain rendez-vous. Merci beaucoup, Maëlys. Le format d'adresse, donc c'est... Alors, oui, attends, je veux bien reprendre la dernière question de Oui, temps alimenté parce que c'est carrément, vrai que carrément, c'est carrément. une petite confusion. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon espace santé, c'est l'interface de l'usager. Côté professionnel de santé, on reste, et établissement de santé, on reste sur les outils habituels. Vous allez envoyer un message via, un document alimentaire, un document via le DMP, envoyer un message via votre BAL MS santé habituel et le lien est transparent et automatique. Donc, du coup, côté professionnel de santé, si on alimente le DMP et tout ce qu'on va alimenter dans le DMP sera visible via l'interface Mon Espace Santé côté usager. Donc, ce n'est pas alimenter DMP et MES. Le lien est automatique. Parfait. Alors, du coup, il est 16h34. Merci beaucoup à tous d'être venus, d'être restés jusqu'au bout. On a un tout petit peu débordé. On se retrouve le 15 décembre à 15h30. Maëlys vous a mis dans le chat le petit questionnaire si vous voulez le compléter. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain rendez-vous. On espère vous retrouver nombreux et surtout, on va vous partager les informations pour que vous puissiez nous remonter vos questions. C'est normal qu'il y ait, je dirais, du vocabulaire technique et aussi fonctionnel parce que pour avoir des usages de mon espace santé, on sait qu'il y a un certain nombre de prérequis techniques à mettre en œuvre. Il n'empêche, spécial dédicace à Françoise, on va vraiment essayer systématiquement de clarifier au mieux les choses. Et en tout cas, voilà, le chat, il est là pour ça. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des détails à donner, on fera le maximum pour vous les donner et pour clarifier. Donc, on vous envoie le replay, le support. La FAQ va être mise à jour. Et merci beaucoup à tous. Parlez des dites-nous tout autour de vous et venez nous retrouver de plus en plus nombreux pour ce rendez-vous de la communauté Mon Espace Santé. À très bientôt. Au revoir.